À toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin. Donc, bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité et les enjeux de vos entreprises en lien avec les différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique ou IT, et de décrypter pour vous l'actualité, les obligations toujours plus complexes. Aujourd'hui, nous vous retrouvons sur une thématique sécurité informatique, co-animée avec notre partenaire Tenaci, cyber et réglementation, réussir sa mise en conformité face aux multiples exigences. Alors, nos deux animateurs, les experts que vous avez en face de vous ce matin, nous avons Serge Maury, qui est manager conseil transformation et risque IT chez RSM France au bureau de Lyon. Et comme je vous le disais, notre partenaire, Baptiste David, qui est Head of Market Strategy chez Tenaci, et il vous en dira plus dans un instant sur Tenaci. Tous les deux accompagnent les entreprises et les aident à naviguer dans la complexité des enjeux de conformité et de cybersécurité. Avant de leur passer la main dans quelques instants, quelques mots très rapidement sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la main à nos deux animateurs du jour qui vont dérouler leur présentation. Bonjour à tous. En complément de ce que vient de dire Aurélia, nous intervenons au sein du pôle conseil de RSM Lyon et nous intervenons sur des thématiques comme la transformation de la fonction finance, le contrôle interne et les fraudes, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, la conformité réglementaire et les risques IT, puis sur pas mal d'accompagnement de projets et d'AMO, et enfin, quelque chose d'assez nouveau chez nous, depuis maintenant 2 ou 3 mois, nous avons une activité sur la partie RSE. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc moi, effectivement, je viens de la société Tenaci. On est éditeur d'une plateforme de cybersécurité. Vous le voyez dans le titre, notre promesse, c'est de pouvoir vous aider à gérer tous vos enjeux de conformité avec une seule plateforme. L'idée n'est pas aujourd'hui de parler de ça, mais bien de parler de la conformité cyber. On a la chance d'accompagner plus de 160 clients de l'ETI au grand compte. On le verra, la conformité concerne tout le monde aujourd'hui et c'est le cœur du sujet. Ah, on est un petit peu trop vite. Sur les questions abordées aujourd'hui, donc c'est la question pourquoi la conformité existe. Le cadre réglementaire et normatif, c'est-à-dire pourquoi il est là et qu'est-ce que ça représente, l'approche méthodologique et la mise en œuvre, une slide sur les synthèses et les recommandations dans le cadre de mise en œuvre de ces normes, et puis nous conclurons avec vos questions et quelques échanges si vous le souhaitez. Donc, première partie de la présentation, pourquoi la conformité cyber existe-t-elle? Et je laisse la main à Baptiste. Alors, moi, pour définir la conformité et pourquoi elle existe, pourquoi on fait de la cybersécurité? C'est parce qu'on a peur ou parce qu'on est obligé. Donc c'est, parce qu'on a des risques, parce qu'on a cette sensibilisation ou parce qu'on est obligé. Il y a quelqu'un qui écrit un texte et qui nous impose de faire ce qui est écrit. Ça, c'est la définition de la conformité. Ce texte-là, moi, dans mon univers, je vais parler de politique au sens général. Ça peut être des bonnes pratiques, ça peut être des frameworks, des référentiels, une PSSI. C'est au final quelques lignes dans un document, quelques lignes ou quelques pages, on fera le tour des principaux textes qui s'imposent à vous. Et donc, pourquoi ces textes-là existent aujourd'hui? Tout simplement parce que dans un monde en constance, avec une menace de plus en plus importante, hein, moi j'ai l'habitude de dire, les méchants sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus forts et ils ont de moins en moins de limites. On voit des associations, on a vu des hôpitaux attaqués pendant le Covid. On a de plus en plus d'attaques, donc on a de plus en plus peur. Et la conformité, c'est définir les règles du jeu dans un cyberespace que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'hostile. On va chercher à se rassurer et à définir quelles sont les règles avant de faire confiance à quelqu'un, que ce soit sur un marché, parce que c'est notre fournisseur principal, par exemple. Euh, on aura ce besoin d'écrire les règles.
Donc, la conformité, il y a un document, il faut faire ce qui est écrit, déployer les mesures de sécurité qui sont définies. Encore conviendra-t-il de pouvoir comprendre ce qui est écrit et puis écrire ce qui est fait, la conformité aussi, de pouvoir tracer. Et je crois que Serge représentera en détail quelles sont les obligations autour de cette documentation. Très bien. Alors, la conformité, pour qui ça commence? Je crois qu'il y avait un petit sondage qui devrait apparaître quelque part dans la conférence là-dessus. Je vous ai mis quelques statistiques. Alors, c'est issu du baromètre du Césin. Le Césin, c'est le club des experts de la sécurité informatique et du numérique en France. Il y a plus de 1200 membres des RSSI, des responsables informatiques, qui ont répondu à ces exigences. Et sur le dernier, on est à 80% des organisations qui ont au moins une réglementation. Alors, il distingue RGPD, qui n'est pas une réglementation cyber, dans le sens où n'impose pas des mesures de cybersécurité à 100%, impose tout un tas de choses et des mesures de sécurité. Et alors là, moi, c'est vrai que, en toute modestie, je me suis permis une petite citation de moi-même. 80% des organisations disent avoir une réglementation et il y en a 20 qui ne le savent pas encore. Parce qu'en réalité, et on y reviendra, ces réglementations, quel que soit le secteur, la taille de l'entreprise, il y a de fortes chances que vous puissiez être vous-même réglementé. Alors, je vois 100% des répondants au sondage me disent qu'ils ont au moins une conformité cyber. Donc, on est encore plus que les 80%. Sur ces statistiques, pardon, ce qu'il faut voir également, c'est aussi la tendance. On est passé de 66 à 79. Alors, est-ce qu'on sera à plus de 90 l'année prochaine? Rendez-vous dans 12 mois pour réactualiser ces stats. Mais en tout cas, c'est bien la tendance que l'on observe. Il y a de plus en plus de conformité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a de plus en plus peur? Mais en tout cas, le cyberespace devient de plus en plus régulé avec de plus en plus de textes. Je vois qu'il y a de plus en plus de votes dans le sondage, mais toujours à 100%. Alors pour compléter ce constat de, pourquoi il y a ces réglementations, le schéma sur la droite, qu'est-ce qu'il veut dire? Une organisation qui serait seule, qui n'échangerait avec personne, fort à parier qu'elle n'aurait pas de réglementation. Donc là, on serait carrément dans la zone verte. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez avoir des marchés qui sont spécifiques, vous allez intervenir dans certains secteurs géographiques, dans certains secteurs d'activité que vous allez échanger. Ce que moi, je vais appeler des organisations complexes ou dynamiques, c'est quand il va y avoir des systèmes de dépendance avec même des entités internes, vous allez devoir avoir ces conformités qui vont s'appliquer. Ces conformités, on peut les voir comme très souvent, quand on parle de conformité, on le voit comme le régalien, une autorité étatique ou transétatique qui viendrait imposer des règles. Ça existe en cyber, on en citera quelques-unes, mais la France et l'Europe définissent des mesures de sécurité, mais c'est aussi la propre organisation qui peut elle-même définir des règles de cybersécurité appliquées, tout simplement parce que la cybersécurité ultime, il n'existe pas de grand manuel de la cyber en disant faites ça et vous serez cyber sécurisé une fois pour toutes. Sinon, tout le monde le ferait et ce serait très simple. Donc, en tout cas, on a plusieurs autorités qui vont pouvoir réguler. Je vous ai mis un peu en patchwork, en matrice, les grands textes que nous, on adresse. Alors, c'est ce qu'on fait chez Tenacy, de permettre à nos clients de modéliser ces textes et de pouvoir mieux les comprendre. J'ai mis en rouge un focus sur 5 textes. Alors, le principal qui fait l'actualité ces jours-ci dans l'écosystème cyber, c'est NIS2. NIS2, c'est l'Europe qui a défini des règles avec des secteurs et des tailles pour définir ce qu'on va appeler des entités importantes et des entités essentielles. Finalement, l'Europe a fait ce constat qui est de dire le marché européen, l'idée c'est de pouvoir échanger des biens et des services. Pour échanger des biens et des services, on a besoin des systèmes d'information et donc il y a des systèmes d'information qui sont importants et qui sont essentiels. Donc je vais définir des règles de sécurité pour les protéger parce que je vais leur imposer. On a beaucoup sensibilisé, ça ne marche pas, donc on va imposer des règles. J'ai mis en rouge BE pour Belgique, parce que Nice 2 va nécessiter des transpositions. Donc la Belgique a déjà défini les mesures de sécurité qui s'appliquaient. La France, alors ça devait être prévu en 2024. Il y a eu quelques bouleversements parlementaires en France en 2024, une assemblée dissolue, des budgets, des motions de censure sous le gouvernement. Donc on a pris pas mal de retard. Ça devrait arriver sur juin. On devrait avoir les mesures de sécurité de Nice 2 applicables. Ce qu'il faut retenir, on parle de 20 000 entités en France qui sont soumises à Nice 2. Donc déjà, dans les 80%, il y en a déjà 20 000 qui ont Nice 2 et qui s'appliquent à ça.
La petite sœur de NIS 2, c'est DORA. Ça s'applique à tous les acteurs de la finance, finance au sens large, ça va jusqu'à assurance, ça va jusqu'aux organismes de crédit, ces choses comme ça, et les sous-traitants IT. Là, l'histoire autour de DORA, en 2009, il y a eu une petite crise financière, il y a eu une entité, une grande banque qui est tombée à cause des subprimes, et puis il y a eu l'effet domino. Pareil, l'Europe s'est dit, bah, nous, ce qu'on veut, c'est éviter les effets dominos en Europe sur le marché financier qui, en cascade, tomberait. Donc, il faut que si une entreprise ait un problème, elle tienne bon. Qu'est-ce qui peut faire qu'une entreprise du domaine de la finance aujourd'hui a un problème? Une cyberattaque. Donc, on va réguler. Et Dora, c'est ça. Si vous êtes dans le domaine de la finance et que vous avez une cyberattaque, vous devez tenir bon. C'est la notion de résilience. C'est le R de Dora. Donc, l'Europe, encore une fois, pour d'autres raisons, pour d'autres acteurs, va définir des règles de sécurité. Vous voyez, j'ai mis aussi en évidence ISO 27001. Si vous êtes dans le domaine du service, ça fait peut-être partie de ces textes-là. TISAX, je l'ai mis aussi en évidence parce que c'est particulier, c'est sectoriel. Si vous travaillez avec des clients du domaine de l'automobile, fort est à parier qui vous demandent d'être certifié TISAX. Alors, on y viendra, hein, Serge nous précisera qu'est-ce qui est en commun dans ces règles-là. Mais vous le voyez, il y a, là, j'ai mis une quarantaine de règles. Moi-même, j'ai la casquette d'expert cybersécurité. Je découvre au quotidien des nouvelles conformités cyber. Tout le monde va définir ses règles et vous n'avez pas le choix de les appliquer, que ce soit par risque de sanction, que ce soit par contrainte business. Pour finir sur ce panorama de la conformité, moi, ce que je préciserais, et je pense que Serge sera d'accord avec moi, ou je l'espère, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le débat énormément là-dessus, ces règles, elles sont aujourd'hui plutôt cohérentes. Quand on regarde ce qu'on va vous demander en termes de cybersécurité dans le cadre de NIS 2, c'est les bonnes pratiques. Il va falloir patcher, il va falloir faire des sauvegardes, il va falloir gérer les comptes administrateurs et avoir du MFA. On n'est pas en train de vous demander de la sécurité qui serait folle. NIS 2 va s'appliquer aux entités à partir de 250 salariés. C'est plutôt cohérent et c'est là où moi j'ai une vision plutôt positive de la conformité qui aide réellement à se cybersécuriser et qui vous offre un cadre pour pouvoir le faire. En complément de ce que vient de dire Baptiste, ce qui est, en tout cas, le changement de paradigme aujourd'hui, c'est qu'on ne vise plus forcément à éviter les attaques, parce que comme le disait très justement Baptiste, les attaques, elles sont quotidiennes aujourd'hui et elles sont monitorées, on les visualise, etc. Ce qu'on essaye de plus en plus de faire, c'est de minimiser les impacts et d'anticiper pour effectivement vérifier, en tout cas, se dire qu'en cas d'attaque forte, etc., quels moyens j'ai mis en œuvre, quels qu'ils soient, pour que je minimise mes impacts et que je puisse continuer mon activité très justement dans le cas de NIS 2, ou que je puisse effectivement répondre à des besoins clients. Voilà. Je te laisse, voilà. Donc, au-delà de ça, ce cadre réglementaire est normatif et se pose la question du pourquoi, du quoi et du quand. Sur cette partie-là, on a, sur toutes ces normes, on a des objectifs qui sont poursuivis et qui sont communs. Bon, comme l'a dit Baptiste sur la partie transposition, on a un rôle important des États membres de l'Union sur la supervision et tout ce qui concerne la Commission européenne. On a aussi des objectifs d'innovation et de recherche. Dans toutes ces normes, poussent effectivement les entités à innover et à rechercher des solutions de plus en plus technologiques, de plus en plus importantes. Vous l'avez entendu, on en parle à tort et à travers, et pas mal à travers d'ailleurs. On introduit de plus en plus d'IA, que ce soit dans les systèmes, mais aussi dans les systèmes de sécurité, pour effectivement pouvoir être très résilient. Et de plus en plus, cette résilience, elle est accrue dans les systèmes. On a aussi des objectifs qui sont de plus en plus communs, en tout cas poursuivis par ces normes, c'est la notion de gouvernance. On demande de plus en plus à ce qu'il y ait des gouvernances fortes de la cybersécurité au sein des entreprises. On parlait tout à l'heure, Baptiste parlait de NIS 2. NIS 2, par exemple, met aujourd'hui l'accent sur le fait de responsabiliser complètement les dirigeants des entreprises dans la mise en place de cette norme. Enfin, on prend des technologies émergentes, je viens de vous en parler, l'IA, etc. De plus en plus, au-delà de l'innovation, on va aller regarder tout ce qui est émergent dans les technologies et qui, effectivement, doit rentrer dans ce cadre et dans ces objectifs. Autre point important, ce qu'il y a de commun à toutes ces normes-là, depuis d'ailleurs les premières, quelles qu'elles soient, c'est qu'on a toujours les mêmes
les mêmes approches. On a une approche qui est technique. Alors, typiquement, on le retrouve dans l'article 21 du NIS 2, etc. Mais c'est qu'un exemple, on le retrouve de partout. C'est-à-dire qu'on a des exigences d'outils, de services et qui s'intègrent dans toutes les normes. On vient de le dire, des exigences organisationnelles qui permettent, bon, là, on cite l'article 20, mais c'est simplement pour vous montrer que c'est présent dans toutes les normes, tout ce qui concerne la gouvernance. Et puis ensuite, on a fatalement des aspects juridiques. Et pour le coup, on va aller s'intéresser à la relation entre la norme et sa technologie et la partie et l'espace juridique. Ce qui veut dire aussi que, en tout cas, ces trois axes qu'on retrouve systématiquement dans toutes les normes permettent aussi déjà de réfléchir au montage de la gouvernance. On aura des référents techniques, on aura des référents organisationnels, on aura des référents juridiques pour effectivement pouvoir se mettre en application de la norme. Enfin, ces normes ont des exigences communes qu'on peut classer en 5 grands thèmes. Bon, un cadre de gestion des risques, c'est-à-dire que dans tous les cas, on demandera à travers ces normes de faire un inventaire de tous les actifs, et si d'analyser, de faire la cartographie des risques face aux événements qui peuvent être redoutés, de mettre en place une gouvernance, on vient de le dire, et de mettre en place des mesures de protection et de détection dans le cadre de ces normes. On l'avait déjà perçu à travers, typiquement, Baptiste, on n'en parle pas volontairement, mais à travers le RGPD, comme il l'a dit, dans le RGPD n'implique pas forcément des mesures techniques très pointues, mais on retrouve dans le RGPD, qui était un petit peu le démarrage, jusqu'aujourd'hui à DORA, etc., des exigences de protection de la donnée, d'outillage, de sécurisation de la donnée. On a aussi une exigence de contrôle de la résilience, qui est effectivement des plans de réponse, ce qu'on disait sur les vulnérabilités, la mise en place de plus en plus de PCA, de PRA. On demande effectivement à ce que les systèmes puissent être soit en continu, soit qu'ils puissent être réactivés rapidement et sans effectivement qu'on perde de données essentielles de l'entreprise. On a une exigence sur la surveillance des prestataires de plus en plus. On a connu ça à travers l'ACPR, qui est l'organisme de contrôle des organismes financiers, qui a un vrai travail sur la partie prestataires essentiels et critiques, c'est-à-dire qu'on doit inventorier, classifier nos prestataires, les challenger, les auditer et vérifier effectivement s'ils montent dans les normes, s'ils répondent à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous, on le voit même à travers RSM, par exemple, on a des exigences de labels sur les produits qu'on peut distribuer, typiquement SILAE, etc., on nous demande d'avoir un label ISO 27001, on nous demande d'être certifié ISO 27001, on nous demande d'être labellisé RGPD. Donc, ça veut dire que derrière, on est obligé de monter en compétence sur ces sujets-là. Ensuite, autre exigence qu'on retrouve partout et qui est important et qui est lui aussi réglée, on exige de gérer les incidents, c'est-à-dire que non seulement de mettre en place des procédures qui vont mettre en lumière à la fois l'organisation qu'on a mis à travers la gestion des incidents, une réponse qui peut être normée dans le temps, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir signaler à un organisme de contrôle type l'ANSSI, type la CNIL, type d'autres, l'incident qu'on a eu et ce qu'on a mis en œuvre pour effectivement progresser dans la partie exigence technologique. Enfin, on doit, et ça c'est vraiment, on le voit, c'est de plus en plus important, l'information, et c'est aussi pour ça que ce sont des normes qui émanent aussi de l'Union européenne, doit être autour de la cybersécurité, doit être partagée avec soit les autorités de tutelle, mais aussi au sein d'organisations où on va capitaliser sur des expériences des différentes entreprises qui ont subi des attaques importantes. Serge, je vais revenir sur un point sur le sujet de la gouvernance. Dans la plupart des textes qu'on a évoqués, la quarantaine de textes que je vous ai rapidement montré tout à l'heure, le rôle de RSSI devient régulé. Alors, pas au point du DPO dans le RGPD, mais aujourd'hui, vous devez avoir cette notion-là. La gouvernance, il faut que les dirigeants n'ignorent pas la sécurité. Il faut qu'ils aient un pilote à bord de ce sujet avec alors, on nous parle, c'est des textes, donc on ne définit pas de seuil, mais les moyens adéquats pour gérer ça.
Donc ça, c'est effectivement le premier point. Et puis sur le côté prestataire, bien sûr, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. Pour faire aussi un retour d'expérience, nous, on est éditeur de logiciels, hein, on vend du service et on s'est fait certifier nous-mêmes ISO 27001 parce que c'était des exigences de nos clients, parce qu'eux-mêmes sont obligés de vérifier le niveau de sécurité de leurs fournisseurs. Donc nous-mêmes, ayant des clients, on l'a fait comme ça. Tout à Et c'est fait. là où je disais tout à l'heure, le niveau de sécurité, la conformité, ça élève la sécurité et on oppose parfois la conformité que l'on voit comme écrire des documents et la sécurité parce que vu que ça se fait par cascade, bah, finalement, bah, voilà, par capillarité, on arrive à sécuriser un peu tout le monde. Alors après, il ne faut pas que ce soit non plus un transfert total en disant bah, moi, je vais imposer des règles de sécurité à mes fournisseurs que je n'applique pas chez moi avec des fournisseurs qui peuvent être plus petits, qui ont moins les moyens ou qui n'ont pas les mêmes enjeux. Mais en tout cas, c'est là où sur ce sujet des prestataires, on arrive à avoir quelque chose d'assez bénéfique. Tout à fait. Ensuite, à travers tout ça, eh ben, on a besoin de mettre en place un outillage de sécurité. Donc, on en a parlé tout à l'heure hein, en introduction. Baptiste y a fait allusion. Des moyens sur la sécurisation des accès. Hein, on parlait du MFA, etc., des doubles authentifications. Des moyens de protection qui concernent le filtrage, le partage de données qui doivent être sécurisés de plus en plus, avec des moyens de cryptage, etc. La supervision aussi et la détection, on y a fait allusion aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle plus communément, sans rentrer dans les détails d'EDR et XDR, c'est tout ce qui s'appelle le monitoring, vérifier des comportements anormaux sur les réseaux, des comportements anormaux dans les systèmes, qui permettent effectivement de veiller et d'être un petit peu proactif par rapport à la menace. Du reporting, évidemment, et on en reparlera tout à l'heure, avec des KPI, des indicateurs importants sur effectivement l'évolution au sein de son organisation, mais en comparaison aussi dans le contexte plus global. Et enfin, j'ai volontairement attendu, enfin, je ne vais pas commencer par ça, la sensibilisation. Euh, Comme le disait Baptiste il y a un instant, il y a un phénomène de capillarité depuis effectivement le sachant, le RSSI, etc. Mais il y a un phénomène de capillarité qui effectivement remonte jusqu'à l'utilisateur. Et de plus en plus, on aura besoin de sensibiliser les utilisateurs sur nos systèmes. Alors d'abord parce qu'ils sont de plus en plus complexes, mais aussi pour avoir le bon réflexe dès le démarrage d'une cyberattaque. Et on l'a vu, on le voit de plus en plus. Alors c'est assez complexe à mettre en place dans les organisations parce que on a besoin d'avoir des temps de formation, mais au-delà de ça, ça peut être à la fois des simulations pour voir comment les collaborateurs réagissent, suite à ça, faire effectivement un petit bilan rapide. Mais c'est effectivement sensibiliser parce que, qu'on le veuille ou non, et je pense que Baptiste sera d'accord avec moi, puis de toute façon, il n'a pas le choix, de plus en plus, on voit encore dans les entreprises, bah, typiquement le post-it avec le mot de passe dans l'ordinateur, ce genre de petites choses qu'on pourrait penser effectivement dans un monde qui est de plus en plus, entre guillemets, dangereux d'un point de vue cyber. Eh ben, on a encore des comportements où on pense que en fin de compte, mon rôle dans l'entreprise n'est pas si important pour que je mette en cause la cybersécurité. Ben si, ça arrive la plupart du temps par des postes qui ne sont pas du tout effectivement identifiés comme tels. Sur la partie, l'approche méthodologique et la mise en œuvre, je te laisse la parole. Ouais. Ce que je vous présente là, c'est rapidement les quelques étapes clés pour arriver à réussir à gérer sa cyberconformité. Alors, j'ai mis le cyber entre crochets parce que la conformité cyber, faire ce qui est écrit, écrire ce qui est fait, ça s'applique dans tout un tas de conformités. Il y a quelques subtilités que je vais vous partager là. Déjà, la première étape, c'est quel référentiel? Qu'est-ce que je dois appliquer? Quelles sont les mesures de sécurité que je dois appliquer? Parmi le millefeuille, je vous évoquais une quarantaine, une cinquantaine de textes applicables en France, bah, savoir lesquels sont applicables à vous. Sachant que quand je parle de manager sa conformité, ça devrait être manager ses conformités. En réalité, les conformités vont soit s'empiler, soit en fonction des secteurs de votre organisation ou des périmètres, vous n'aurez pas la même conformité. ISO 27001 ne va pas s'appliquer à la totalité de votre organisation. NIS 2 va s'appliquer à la totalité. Par contre, si vous avez une entité en Belgique, bah, les règles de NIS 2 ne sont pas les mêmes que les règles de NIS 2 en France. Donc ça, c'est cette première étape, faire cette analyse, comprendre par rapport à tous ces textes, bah, finalement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Alors, je rigolais en disant au final, la conformité, on va vous demander d'avoir des antivirus, de faire des sauvegardes, de faire du MFA, etc. Bon, bah, c'est comprendre ces textes. Quand on parle de DORA, on parle d'un référentiel qui fait plusieurs centaines de pages. Donc, c'est un peu ça à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, on évalue. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je me situe? Alors, on parle d'audit, on parle de cadrage, d'audit initial, de diagnostic. On fait une première photo par rapport là où je veux aller, parce que ce document, c'est bien la cible. Où est-ce que j'en suis? Je vais en tirer 3 choses. Continuer de faire ce qui est fait, parce que la conformité, ce n'est pas un sprint où si c'est fait, c'est bon, c'est fini. Il faut continuer à le faire, il faut aller le vérifier, il faut aller le faire en continu. Pourquoi? Parce que votre organisation évolue, donc votre système d'information évolue. Et il faut que les règles de sécurité que vous collez par-dessus continuent de vivre. Dans mon passé, moi je suis un ancien consultant cybersécurité, j'ai fait pas mal de missions de sécurité opérationnelle. On se rend compte le jour de l'incident qu'en fait l'antivirus qu'on a acheté, eh ben, il n'est pas intégré dans les systèmes qu'on donne à nos nouveaux employés. À partir d'une date, il y a eu un défaut dans l'installation des systèmes et il n'y a plus d'antivirus. Et le jour de l'installation, on se rend compte. Et donc ça ne va pas. Ça ne va pas d'un point de vue sécurité, ça ne va pas d'un point de vue conformité. Ce n'est pas le bon de commande de la solution technique qui vous rend conforme, c'est le fait que la solution technique soit installée. À l'inverse, si vous l'avez installée et vous ne la payez pas, vous pouvez être pratiquement jugé conforme. Donc en tout cas, de cet audit initial, ce que vous faites, bah, il faut continuer à le faire. C'est la notion de run, de tâches récurrentes, de contrôle qu'il faut continuer à faire. Bien sûr, il faut faire ce qui manque parce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas que la sécurité va vous imposer. On parle beaucoup de MFA aujourd'hui, on le sait. Les organisations ne sont pas au niveau dessus. Donc, il va falloir continuer à pouvoir le faire. Et puis, il va y avoir le fait de gérer les exceptions. Parce que d'un point de vue technique, parce que d'un point de vue financier, parce que d'un point de vue politique ou organisationnel, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, la conformité va vous imposer de pouvoir le tracer, de pouvoir l'arbitrer, parce que à qui c'est de décider que non, je ne déploierai pas l'antivirus sur tel et tel poste et que j'ai pris la bonne décision, ça, c'est un processus à part entière. La conformité doit être démontrée. C'est là où moi j'aime bien dire, il faut faire savoir la conformité. C'est ma petite phrase de tout à l'heure. Il faut faire ce qui est écrit, il faut écrire ce qui est fait, il faut être en capacité de le traiter, de le prouver. Donc c'est cette étape-là. Il faut corriger parce que démontrer, c'est à l'auditeur, c'est à sa direction, c'est à son client. Mais il peut y avoir des audits, il peut y avoir des incidents. Et donc, dans ce cas-là, il faut corriger. Ce schéma, je l'ai présenté ici avec une grande flèche. Parfois, on le voit sous forme de boucle d'amélioration continue parce que la conformité, en plus, il y a des nouveaux textes. J'évoquais que là, on avait NIS 2 qui allait sortir en 2025. On nous parle déjà de NIS 3 qui arriverait à l'horizon de 2030 avec des nouvelles mesures de sécurité. Et donc, c'est là où tout l'enjeu de le voir comme du continu, comme un temps long, la conformité, et de l'organiser parce qu'il faut pouvoir le digérer et le faire en continu. L'importance de la conformité, c'est ce que j'ai mis ici en bas du schéma, c'est la notion de piloter. Il y a celui qui fait, il y a faire et il y a aussi piloter, c'est-à-dire ce que je disais, le tracer, l'arbitrer, le faire savoir, la notion de communiquer, d'où l'importance de KPI qu'évoquait Serge, pouvoir mesurer en continu où est-ce que j'en suis et puis s'assurer que je n'oublie rien. Alors ça peut être des termes qui sont un peu évidents, bah oui, il faut être sûr qu'on n'oublie rien, mais ça nécessite la bonne organisation pour gérer sa conformité. Puis bien sûr, le bon outil. C'est vrai que nous, aujourd'hui, Tenassi, c'est ce qu'on permet de faire. On a une plateforme qui permet d'industrialiser, de centraliser l'ensemble de ces processus dans une unique plateforme. Mais en tout cas, on constate qu'il peut y avoir pas mal de risques autour de l'éparpillement, autour de cette conformité, parce qu'on a de la donnée de partout, elle n'est pas gérée, elle n'est pas traitée, et au final, on ne sait plus trop où on en est. Donc, Serge, je te passe la main pour parler de documentation, du coup. Je l'ai évoqué, tracé, documenté. Voilà, donc, comme vient de l'évoquer effectivement Baptiste, au-delà de ça, il ne suffit pas d'auditer, de regarder et de dire je vais faire les ajustements ou faire les ajustements. C'est derrière tout ça, il va falloir documenter. Il y a 4 grands domaines de documentation. Enfin, dans la documentation, il y a 4 grandes étapes. Donc, c'est documenter effectivement la partie technique, donc toutes les politiques, les procédures de sécurité que vous avez mis en œuvre, toutes les évaluations de risque que vous avez faites, qui ont été réalisées, les audits, etc., les plans de continuité, comment vous les abordez et comment vous les mettrez en œuvre. Encore une fois, et j'insiste, et Baptiste a insisté énormément, ce ne sont pas, on a ce côté, quand on s'engage dans une démarche de conformité, en fin de compte, quand on rentre dans cette démarche-là, on ne sait pas trop quand on en sortira, et pour tout vous dire, on n'en sortira jamais. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vivant.
en permanence. Ça veut dire que dès que je mets en place de nouvelles choses, je réaudite, je réinterroge mon système et je documente de nouveau. Et j'ai donc un vrai travail de procédure et de mise à jour en permanence, de savoir ce qui a été fait et ce qu'on a mis en place de nouveau typiquement, lors d'une attaque cyber, on va nous mettre en demeure. Les organismes de contrôle peut-être vont nous mettre en demeure de mettre en place de nouvelles choses. Il faudra documenter de nouveau et dire pourquoi on l'a fait et quels sont les écarts avec l'ancien système. Il faut déclarer sa conformité, on en a parlé, effectivement, il y a des organismes, typiquement sur ISO 27001, la certification, elle est normée particulièrement. Sur NIS 2, elle est on va voir ce que va dire effectivement la transposition française, qui est un vrai souci, pour rebondir sur ce que disait Baptiste tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, les transpositions peuvent être plus exigeantes que la norme elle-même déclarée au niveau de l'Union européenne. Je vous donne un exemple, mais très simple. La transposition du RGPD en France a fait que, par exemple, ce qui n'existe pas dans d'autres pays, les dirigeants deviennent responsables pénals face au RGPD s'il y a des pertes de données importantes, et avec une amende de 300 000 euros. Ce qui n'existe pas forcément dans d'autres pays et n'était pas une exigence de la norme, du règlement de la protection des données personnelles lors de sa diffusion européenne. Enfin, il y a toute la partie certification, on vient d'en parler, donc les certifications ISO 27001, Baptiste a évoqué ça, les SOC, toutes les audits de conformité qu'on fera, etc. Je rebondis et on n'est pas là pour ça, mais je veux le dire quand même, d'où l'importance des plateformes comme celle de Tenaci, etc. Il y en a d'autres, dans d'autres domaines, etc. Parce qu'à gérer sur des tableaux Excel et dans des arborescences Windows, ça devient complètement impossible dans le temps et ça fait qu'on a des documents qui sont hyper figés et non dynamiques dans le temps, qu'on ne sait pas mettre à jour. Et puis, en fin de compte, il y a un tel turnover dans l'entreprise qu'on ne sait plus qui a fait quoi, etc. Donc, tout ça, effectivement, pose un autre problème. Et puis, enfin, il faut documenter les formations, les sensibilisations, puisque dans tous les cas, on vous demandera, lors d'un contrôle ou suite à un incident, on vous demandera ce que vous avez fait en termes de formation et de sensibilisation. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, la conformité cyber, Baptiste a beaucoup insisté, on a insisté ensemble là-dessus, elle est essentielle pour la protection des données, quelle qu'elle soit. Comme on le disait tout à l'heure, et c'est votre référentiel, c'est identifier, connaître, respecter les normes et les régulations qui sont aujourd'hui impactantes pour votre organisation. Ensuite, c'est adopter une approche risque. Chez RSM, on est très sur on approche systématiquement les projets sur la partie risque avec cartographie des risques, et ensuite, on va effectivement mettre en place un projet. Mettre en place des mesures organisationnelles et techniques pour renforcer la sécurité, ça c'est un point commun à toutes les normes. On vous demandera toujours de plus en plus comment vous avez formalisé des exigences de gouvernance, qui est responsable de quoi, quel est le comité qui gère une crise, etc. Et évidemment, quelles sont les mesures techniques que vous avez mises en place et qui sont évolutives dans le temps, on l'a vu. On documente effectivement, on vient de le dire, toutes les politiques de sécurité et tous les audits qu'on a fait régulièrement. À ce sujet, c'est comme lorsque vous mettez par exemple en place un plan de sauvegarde, et la plupart du temps, je pense que Baptiste confirmera, quand on fait un audit de sécurité, on vous demande, vous avez bien un plan un PRA ou un PCA, on vous dit tout de suite oui, on a, etc. Vous l'avez testé? Non. Typiquement, au-delà de ça, c'est que d'avoir un PRA, c'est une chose, même lorsqu'on est infogéré, même que lorsqu'on est il y a des tests à faire de temps en temps pour savoir si effectivement, non seulement le PRA va fonctionner techniquement parlant, mais on va bien remonter des données qui sont récentes, propres, et qui ne datent pas effectivement de 2-3 mois, parce qu'en fin de compte, la sauvegarde n'a pas fonctionné, que ça n'a pas été vérifié. Former, Et sensibiliser, on en a parlé. Pardon. pour rajouter des anecdotes sur ce sujet, Serge, si vous n'êtes pas convaincu de l'aspect conformité de la sécurité, il arrive que lors d'un incident, on se rend compte qu'en fait, les sauvegardes, on n'a pas le mot de passe pour récupérer et pour réinstaller. Donc clairement, c'est bien beau de faire des sauvegardes, mais si vous ne les testez pas, vous ne serez pas protégé, que ce soit face à un incident ou que ce soit face à un auditeur. C'est deux types de risques différents. Mais donc oui, je suis forcément d'accord avec toi sur ces sujets de faire des sauvegardes et de les tester. Faire des sauvegardes ne suffit pas.
Et de la même manière, hein, votre plan de crise, etc., simuler une cyberattaque, simuler une violation de données, etc., effectivement, ce n'est pas le jour, enfin, je rebondis sur ce que vient de dire Baptiste, hein, nous, on a un client qui vient d'avoir une cyberattaque qui a consisté à voler l'ensemble des identifiants et des mots de passe administrateurs. Donc, et là, la question, bon, ça s'est déroulé dans la panique, parce qu'en fin de compte, c'était de dire, ah oui, on a bien une procédure de violation de données, ah oui, mais alors, il faut qu'on la relise. Non, c'est plus le moment de la relire. C'est qu'il faut être en action tout de suite et avoir les bons réflexes pour éviter des dégâts importants et de se retrouver avec, dans nos bureaux, la CNIL ou l'ANSSI. Ensuite, bon, on l'a dit, former, sensibiliser, se préparer aux futurs défis en matière de cybersécurité face à un environnement numérique qui est exponentiellement et technologiquement évolutif. C'est-à-dire que on a de plus en plus de nouveaux types d'attaques. On n'est plus forcément sur simplement du phishing, etc. Ce sont des choses extrêmement dissimulées, extrêmement complexes, qui peuvent être dormants dans votre système pendant des mois et des mois avant de se déclarer, et qui posent d'énormes difficultés en termes de surveillance. Et puis, évidemment, s'appuyer sur des experts. Alors, bien évidemment, pas forcément ceux que vous avez en face de vous aujourd'hui, mais au-delà de ça, mais aussi, mais au-delà de ça, typiquement, il y a des entreprises qui ont un métier particulier. Le métier lié à la cybersécurité, à l'informatique, c'est un métier à part entière, avec ses évolutions, ses certifications, ses spécificités. D'où l'intérêt d'avoir des réflexions propres en disant est-ce que je suis en capacité d'avoir des systèmes en interne et donc des équipes extrêmement résilientes là-dessus, ou est-ce que je dois effectivement externaliser pour pouvoir donner la main à des gens qui sont des spécialistes. Et encore une fois, on devra les auditer, les contrôler, en tout cas travailler en partenariat avec eux, mais pour vérifier si effectivement ils respectent toutes ces normes. Voilà pour moi. Baptiste, des choses à rajouter? Non, je pense que tu as tout à fait bien synthétisé les différents enjeux autour de la conformité. Du coup, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Dans l'univers de la conformité, moi, je vais lancer les débats. Serge, quelle est la mesure essentielle d'une entreprise qui découvrirait tous ces sujets aujourd'hui? Alors, j'ai vu que 100% des répondants avaient déjà identifié une conformité, mais qui le découvriraient. C'est quoi vraiment, je participe à ce webinaire, lundi, je m'adresse à ce sujet conformité, je commence par quoi? D'après toi, par quoi je lance la première question? Alors, moi, par rapport à ça, c'est bon, on n'est évidemment pas dans le dur tout de suite. Il faut porter ça en interne, c'est-à-dire qu'il faut porter ça auprès. Il faut avoir des sponsors, comme dans tous les projets. Il faut avoir des sponsors, il faut avoir des directions qui soient très sensibilisées à ça. On est, en tout cas, on est dans une société française qui est toujours, ça arrive aux autres. Et sauf que ça, on le voit de plus en plus, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut porter ça au niveau des directions. Alors, il y a pas 36 manières de le faire. Hein. C'est soit vous avez des directions qui sont à l'écoute et qui sont sensibles à ces sujets-là, soit faut les mettre en risque. Et effectivement, dire aux dirigeants, attention, demain, vous êtes responsable et vous pouvez être responsable pénalement. C'est le cas de Nice 2. Hein. Et du coup, souvent, ça, effectivement, les amène à réfléchir et à porter un vrai projet en interne. Ensuite, viendra toute la démarche qu'on a évoquée tout à l'heure. Sur ça, j'aime beaucoup la position que devrait prendre le responsable de la sécurité ou le responsable de la conformité cyber, c'est prendre la décision ou faire prendre la bonne décision. Le dirigeant est là pour acter. Vous pouvez lui présenter un risque de non-conformité, que ce soit un risque de sécurité ou un risque de sanction. Et derrière, mais il faut préparer ce sujet en disant, là, demain, on a un problème. Derrière, si le problème s'est réalisé parce qu'il n'a pas été traité et que vous n'avez pas été entendu, la responsabilité du RSSI, elle n'est pas de sécuriser, elle est là de mettre en avant les risques. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, la responsabilité du RSSI en tant que R et de dire s'il y a un problème, quelle est ma responsabilité. On a pas mal parlé l'année dernière aux États-Unis d'incidents là-dessus. Il y avait eu le cas de Uber où le RSSI avait été condamné par un tribunal pour des défauts de sécurité, mais il n'a pas été condamné parce qu'il y a eu un incident. Il était condamné parce qu'il y a eu un incident qu'il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit à sa direction, il ne l'a pas dit Voilà. aux autorités. Et donc, il est là. Il vaut mieux lever la main et dire là, il y a un problème, ok, on n'est pas suivi, plutôt que de ne rien dire. Et la conformité, c'est un bon moyen de structurer et d'expliquer quel est ce problème.
On n'en a pas beaucoup parlé, hein, mais la conformité aussi, c'est un vrai levier réputationnel pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on confie ces données à une entreprise, on veut aussi être sûr que ces données ne vont pas partir dans la nature n'importe comment, que ce soit une entreprise informatique ou autre. Hein. Mais effectivement, c'est de plus en plus, ça sera un gage réputationnel. Vous le verrez pour certains si vous faites des marchés publics, etc. De plus en plus, dans le cadre des marchés publics, on demande un certain nombre de normes de certification, voire de savoir comment vous êtes organisé en termes de cybersécurité pour pouvoir répondre au marché. La conformité gage de confiance. Ouais, Je suis tout à exactement. fait, je suis tout à fait aligné, hein. On définit des règles de sécurité parce que c'est, le meilleur moyen de se mettre d'accord quand on échange de la donnée et la certification, c'est, l'approbation par un tiers que vous appliquez ces règles de sécurité et c'est ce qui vous permettra de rassurer, d'accélérer, d'atteindre des marchés. Il y a des marchés sans conformité, sans certification, vous ne pouvez pas. Je parlais de l'automobile avec TISAX. En France, le secteur de l'aéronautique se structure autour de quelque chose qui s'appelle Air Cyber. Donc la conformité, si vous n'avez pas peur de l'autorité qui viendrait vous sanctionner, et c'est une position qui peut être entendable, Ouais, c'est le marché qui peut aussi vous l'imposer. tout à fait. Aurélia, on n'a pas de Écoutez, questions. on n'a pas de questions. J'en profite pour vous remercier pour vraiment la clarté de votre présentation. Vous avez, je pense, été extrêmement clair. On a vraiment 0 question pour l'instant, en tout cas. De toute façon, bah, vos coordonnées sont dans la présentation qui est téléchargeable actuellement et le webinaire est disponible en replay. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter nos experts si vous avez des questions a posteriori. En tout cas, bah, il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée, à vous dire à très bientôt et on reste à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner si besoin. Merci à tous les 2 en tout cas. Merci à Merci vous. beaucoup. Bonne Merci, bonne journée à tous. journée. Au revoir. Bonne Au journée, revoir. au revoir.